Je m'appelle Jared Locash et, pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai cru avoir tout ce que je pouvais désirer. Une carrière stable de consultant informatique, une maison confortable avec des plans de travail en granit et des meubles en acajou, et une épouse dont la beauté et le charme faisaient tourner les têtes, et dont l'esprit vif imposait le respect dans n'importe quelle pièce. Marbelle était le genre de femme vers laquelle on se tournait, celle qui pouvait entretenir une conversation sur les marchés mondiaux ou la dernière exposition d'art, qui savait exactement quoi dire pour mettre tout le monde à l'aise. À l'inverse, j'étais le plus réservé, l'homme qui préférait travailler derrière les écrans, peaufiner le code et gérer les réseaux, satisfait d'être sous les projecteurs, heureux d'être le mari complice en coulisses. Pendant 8 ans, cet arrangement nous convenait parfaitement, du moins c'est ce que je me disais. Avec le temps, cependant, de subtiles fissures ont commencé à apparaître dans notre façade de perfection. Je l'ai d'abord remarqué à sa façon de sortir de la maison pour répondre aux appels, sa voix baissant jusqu'à devenir un murmure desquels franchissait le seuil. Elle prétendait que ces conversations étaient des discussions marketing confidentielles avec des clients, mais leur fréquence et leur intensité semblaient excessives. J'attribuais cela à son ambition, trop impatiente de décrocher le prochain gros contrat, jusqu'à ce que les appels se prolongent jusqu'à tard dans la nuit, parfois après minuit, lorsqu'elle prétendait finaliser une proposition. Je n'ai jamais remis en question l'authenticité de ces affirmations, même si mon malaise grandissait. Puis vinrent les week-ends de sortie, étiquetés conférences, mallette à la main, le claquement de ses talons au tandis qu'elle traversait l'aéroport, me laissant seul dans notre spacieuse maison qui résonnait autrefois de ses rires. Lorsque je consultais son agenda par curiosité, il n'y avait que des blancs. J'essayais de me rappeler que toutes les réunions ne se font pas en ligne, que certaines discussions se déroulent de manière informelle. Je voulais lui faire confiance. Ma loyauté était un bouclier contre tout soupçon. Mais au fond, je ressentais un vide lancinant, une douleur sourde là où vivait autrefois la chaleur de notre partenariat. Mon instinct me murmurait que quelque chose n'allait pas. Mais je le faisais taire. J'étais un mari, un consultant informatique, le partenaire discret qui laissait sa femme s'épanouir. Je me suis dit que je n'avais pas le droit de m'immiscer dans son travail. Je me suis rappelé que l'amour était synonyme de confiance. J'ai ignoré les signaux d'alarme. Un jeudi soir humide, je suis rentré plus tôt que d'habitude. Mon téléphone était tombé en panne après une longue journée passée à résoudre un problème de serveur. Je suis donc rentré en silence, repassant les réunions du matin, les journaux d'erreur, les emails frustrés du client. J'ai déverrouillé la porte et suis entré dans le couloir sombre. Un léger bourdonnement de musique classique s'échappait de la salle de bain. Notre salle de bain, un sanctuaire de marbre et de chrome poli, brillait d'une douce lumière à mon approche. Mirabelle était à l'intérieur, son reflet fragmenté dans le miroir embué. J'ai collé mon oreille à la porte, pensant qu'elle était en communication avec un autre client. Ce que j'ai entendu, ce n'était pas du jargon marketing ni des discussions sur des lancements de produits. C'était quelque chose de bien plus glaçant. Sa voix tremblait d'urgence et de quelque chose de plus sombre, de calculateur. J'ai juste besoin de quelques semaines de plus pour arranger ça, a-t-elle sifflé. Il ne verra jamais ça venir. Les mots résonnèrent contre le carrelage des murs, s'infiltrant jusqu'à mes os. Mon cœur battait fort et je reculais en titubant, l'estomac noué. Je me suis détesté dès l'instant où j'ai soupçonné la vérité, mais je ne pouvais me dégager. Ma main planait sur la poignée de la porte, partagée entre la retraite et la confrontation, et avant que je puisse me décider, les mots qui suivirent me blessèrent plus profondément qu'un couteau. Une fois l'argent caché et les plaintes déposées, j'aurai tout le pouvoir nécessaire. Je contrôlerai chaque version. Personne ne croira sa version. Je serrai le poing, luttant contre l'envie de défoncer la porte, d'exiger des réponses, de rager et de pleurer. Au lieu de cela, je reculais silencieusement dans le couloir et me laissais glisser le long du mur. Mon dos était appuyé contre la peinture froide. J'appuyais ma paume contre mon front, le goût de la bile. L'homme que j'avais toujours été, le partenaire silencieux, le mari confiant, se brisa à cet instant. Je réalisais que ce que j'avais pris pour de l'ambition s'était transformé en trahison. Les jours suivants, je pus à peine dormir. Chaque fois que mon téléphone vibrait, ma poitrine se serrait. J'imaginais ces appels à cette chaleur mystérieuse, tissant un réseau de tromperies dans mon dos. Mes rêves étaient envahis par des images de Marbelle et d'une autre personne partageant des blagues privées autour de tables luxueuses. Leur rire résonnait dans des pièces où je ne pouvais plus entrer. Je revivais ses pas dans ma tête, sa façon furtive de sortir la nuit, sa façon de serrer son téléphone contre son oreille comme s'il était la preuve de son innocence.
Même si cela alimentait mon doute, je sentais les murs de notre maison se refermer sur moi. Les poutres autrefois accueillantes étaient devenues des sentinelles menaçantes observant mes moindres faits et gestes. L'anxiété s'installait en moi comme une pierre. Je ne pouvais plus ignorer l'appel des sirènes du doute. Mon instinct, autrefois étouffé par la dévotion, s'embrasait. J'avais besoin de clarté, même si cela signifiait trahir les vœux que j'avais faits. J'avais besoin de connaître la vérité, aussi laide soit-elle. Cette nuit-là, je restais éveillé à côté d'elle dans notre lit, les draps emmêlés autour de nous comme des barreaux de prison. Elle dormait profondément, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au gré de ses respirations régulières, sans la moindre trace de culpabilité ni de regret. J'observais son profil au clair de lune, la courbe de sa joue, la douce courbe de ses lèvres, et je ressentais la douleur que j'éprouvais pour la femme que j'avais connue. Mais celle que j'aimais s'était réfugiée derrière un masque de mensonge. J'ai pressé ma main contre mon cœur, espérant apaiser la tempête intérieure, mais la tondeuse ne s'arrêtait pas. J'ai fermé les yeux, inspiré profondément et pris une décision qui allait tout changer. Je découvrirais ce qu'elle cachait, quel qu'en soit le prix. Si mon mariage était bâti sur des mensonges, j'avais besoin de la vérité pour le détruire ou pour reconstruire quelque chose de réel. Alors, je me suis levé du lit, en prenant soin de ne pas la réveiller, et j'ai attrapé mon téléphone. Il était 2h13. J'ai déverrouillé l'écran, les doigts tremblants, cherchant l'application à utiliser, une application qui pourrait enregistrer ses appels à son insu. J'ai ressenti une pointe de culpabilité face à cette atteinte à sa vie privée, mais je l'ai fait taire. À cet instant, la confiance s'est éteinte et la quête de la vérité est née. J'ai tapoté l'écran, installé l'enregistreur et attendu le matin. J'écouterai attentivement chaque murmure, chaque confession, chaque mensonge. Je n'ignorerai plus les signes avant-coureurs. J'avais besoin de connaître la vérité, même si cela signifiait trahir les vœux que j'avais faits. La culpabilité de la surveillance m'a envahi tandis que, accroupi au bord de notre lit, je téléchargeais une application discrète d'enregistrement vocal sur le téléphone de Marbelle pendant qu'elle prenait sa douche. Mes mains tremblaient à chaque pression sur l'écran. Mais j'ai fait taire ma conscience d'une seule pensée. Si je n'enregistrais pas ces conversations, je ne saurais jamais si je dévoilais un cauchemar ou si je poursuivais simplement des ombres. Pendant 3 semaines, j'ai vécu dans ces limbes d'un demi-monde, hanté par la promesse tacite de preuves et terrifié par ce que je pourrais découvrir. Chaque matin, je consultais son téléphone. Chaque soir, j'espérais un enregistrement digne d'intérêt. Jusqu'à ce qu'un samedi, l'application capte enfin le son qui a scindé mon monde en deux. Elle monta dans la voiture garée devant chez nous. Le moteur était encore chaud après mon retour la veille. Je la regardais par la fenêtre de la cuisine, le cœur battant, se glisser sur le siège passager et sortir son téléphone, le faisant glisser pour répondre d'un battement de cils expert. Assise à table, occupée par le travail, je la regardais remuer les lèvres tandis qu'elle échangeait des plaisanteries avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Un homme nommé Trevor, son soi-disant associé, surgit du vacarme de ma trahison pour briser l'illusion que j'avais construite autour de notre mariage. Sa voix était douce et assurée, contrastant avec la panique grandissante dans le ton de Marbelle. « Avez-vous déjà transféré les fonds » demanda-t-il. Sa réponse fut désinvolte, froide. « Oui, hier. 1000 $ ont été transférés sur le compte offshore. Il ne s'en apercevra jamais. Il me fait trop confiance. » Ma poitrine s'est serrée si violemment que j'ai cru m'effondrer. Elle a ri, un rire aussi creux que les promesses auxquelles je m'étais accroché pendant des années. Bien. Occupe-le avec sa petite crise de serveur. Pendant ce temps, je rassemble les preuves, les fausses plaintes, les violences psychologiques présumées, les blessures qu'il ne pourra pas expliquer. Au moment où nous déposerons la plainte, le juge le prendra pour un monstre. Trevor rit doucement, le son résonnant dans la cuisine silencieuse comme un coup de marteau. Parfait. Et elle sera ton ex-femme avant même qu'il ne réalise ce qui se passe. Ensuite, nous déplacerons le reste de l'argent et disparaîtrons. J'ai agrippé le bord de la table, les jointures blanches. L'enregistreur dans sa poche avait scellé mon destin. La vérité résonnait dans mes veines avec une intensité volcanique. Mon monde a basculé tandis que je repassais l'extrait, vérifiant chaque mot. Trevor n'était pas qu'une entreprise. Son associé. Il était son amant, son complice et, pire encore, son avocat pour son divorce. L'homme qui se dresserait entre moi et tout espoir de réconciliation, armé de preuves fabriquées et d'une langue empoisonnée.
Ma vision se brouillait de larmes que je ne m'étais pas autorisé à verser jusqu'à cet instant. La trahison me piquait plus profondément que toutes les blessures que j'avais connues. Je ressentais la trahison de chaque matin partagé, de chaque promesse chuchotée dans le noir, de chaque encouragement silencieux que je lui prodiguais derrière la lumière de mon ordinateur portable. Elle avait tissé une toile de tromperie pendant que je croyais que nous étions partenaires. Et maintenant, j'étais pris au piège. Les jours suivants, j'ai traversé la vie enveloppée d'un brouillard de choc et de trahison. Chaque fois que Marbelle me demandait de m'asseoir à côté d'elle au petit déjeuner, je forçais un sourire, mon esprit repassant la conversation compromettante comme un disque rayé. Elle parlait de choses banales, de listes de courses, de ses projets de la journée, de mises à jour professionnelles insignifiantes, et je répondais par des mots creux, mes yeux se posaient sur son téléphone dès qu'il se mettait en marche. J'évitais le miroir, de peur d'apercevoir la tempête déchaînée dans mon propre reflet. La nuit, je restais éveillé, à l'affût du léger clic sur l'écran de verrouillage de son téléphone, l'imaginant lire les nouvelles instructions de Trevor. J'essayais de me raccrocher au souvenir de sa chaleur, mais chaque souvenir était terni par la connaissance de ses mensonges. J'ai demandé du soutien à des amis proches, mais même leur hochement de tête compatissant et leurs paroles rassurantes me semblaient moqueurs. Comment leur expliquer que la femme qu'ils admiraient pour son dévouement complotait ma perte? J'élaborais de vagues excuses concernant le stress au travail et les conflits conjugaux, jusqu'à ce que mes amis se retirent doucement, ne voulant ou ne pouvant pas approfondir le sujet. Chaque question sans réponse, chaque regard prudent me semblait une couche supplémentaire d'isolement. J'ai alors compris que Marbelle avait non seulement volé ma confiance, mais m'avait isolé de tous mes alliés. Dans son récit, j'étais le mari instable, l'introverti obsédé par la technologie. Trop dérangé pour entretenir une relation durable. Elle avait passé des semaines à préparer le terrain, et je m'y étais lancé. Porté par une détermination sans faille, j'ai contacté une avocate que je connaissais à peine. Imani Ro, recommandée par une collègue qui murmurait son nom avec révérence. Amani avait la réputation d'être impitoyable, brillante et imperturbable. Le genre d'avocate qui ne cligne jamais des yeux devant des accusations dramatiques et n'hésite jamais à frapper la première. Je lui ai confié toute l'horreur de ma découverte, lui remettant l'enregistrement et le racontant d'une voix crue et tremblante. Chaque détail de mes 8 années de mariage m'est apparu. Son regard calme ne vacillait jamais, mais j'ai vu une lueur profonde dans ses yeux, un engagement farouche pour la justice. Elle ne m'a pas jugé pour l'application d'enregistrement ni pour ma violation de ma vie privée. Elle a simplement demandé davantage de preuves et m'a assuré qu'elle protégerait ce qui me restait de vie. Armé de l'assurance inébranlable d'Amani et de ce fichier audio accablant, j'ai senti une lueur de force transpercer mon désespoir. J'ai commencé à sécuriser nos dossiers financiers, documentant méticuleusement chaque transaction étrange, comparant les relevés bancaires et m'assurant d'avoir une trace écrite claire. J'ai installé des caméras de sécurité dans mon bureau, changé les mots de passe et transféré les comptes personnels vers un emplacement séparé et sécurisé. Chaque action me donnait l'impression de retrouver une part de mon autonomie brisée. Même le sommeil, lorsqu'il venait, était empreint d'un sens profond. Fini les nuits d'angoisse et d'impuissance dans l'attente de la prochaine trahison. Pourtant, au cœur de ma stratégie se trouvait une question à laquelle aucune manœuvre juridique ne pouvait répondre. Comment reconstruire une vie quand la personne que l'on aime le plus est l'artisan de notre ruine? Je ne pouvais ignorer la douleur dans ma poitrine, le lent deuil du mariage que je croyais comprendre. Il y aurait des contre-interrogatoires, des demandes reconventionnelles, des semaines de drames judiciaires à venir. Mais je n'étais plus le mari naïf dont la seule arme était la confiance. J'étais devenu un homme déterminé à affronter les ténèbres qu'il avait autrefois ignorées, prêt à faire éclater la vérité au grand jour. Et c'est ainsi que j'ai pris la direction du pays. Je me préparais aux batailles à venir, sachant que la voix dans l'ombre avait dit la vérité et que je n'aurais plus de repos tant que ma version des faits ne serait pas entendue. Pendant près d'une semaine, j'ai rejoué chaque fragment des enregistrements, laissant chaque aveu cruel m'imprégner jusqu'à ce que la colère et la trahison se fondent en une résolution glaciale. J'entendais Marbelle et Trevor rire autour d'un verre de vin, comploter pour transférer des fonds sans déclencher d'alerte, répéter la sympathie dont elle aurait besoin pour me faire passer pour le méchant. J'entendais son plan pour se fabriquer des bleus avec des fers à friser et extorquer de faux témoignages à des connaissances soigneusement entretenues. Chaque révélation était un coup dur, mais c'était aussi la bouée de sauvetage dont j'avais besoin. Je ne doutais plus de mon instinct. Je me fiais aux preuves qui résonnaient dans le haut-parleur de mon téléphone. Pourtant, aussi écœuré que fût sa tromperie, je savais que l'adversaire le plus dangereux serait sa performance publique.
Marbel était une actrice chevronnée en tromperie à enjeux élevés, et il me faudrait bien plus. Il me fallait plus que la vérité crue pour contredire son récit devant le tribunal. 2 jours plus tard, j'étais assise dans notre salon, la paume de la main sur la coudoir en cuir froid, tandis que Marbel s'approchait avec la grâce d'une diplomate chevronnée. Ses cheveux étaient bouclés en ondulation parfaite, son maquillage impeccable. Elle s'assit à côté de moi, la posture détendue, et posa une main sur mon genou. Le contact était familier, presque tendre, et pendant un instant, j'hésitais, jusqu'à ce que je me souvienne des vœux murmurés de faire la paix et des rires conspirateurs que j'avais captés dans la voiture. Elle soupira théâtralement, les yeux remplis de larmes bien senties. « Jared, dit-elle doucement. Il faut que je te parle de nous. » Ma gorge se serra, mais je forçai un sourire. Elle déplia son texte avec une précision irréprochable. J'ai été confuse et dépassée ces derniers temps. Je me sens piégée, et je ne pense pas que nous devrions vivre ensemble. J'ai besoin d'espace, d'un regard neuf. Peut-être que la séparation nous aidera tous les deux. Elle laissa glisser sa main de mon genou. Me relevant lentement en hochant la tête, pensant avoir le cœur brisé, j'invoquai le chagrin qu'elle attendait, ma voix tremblante de faux tremblements. Je suis dévastée, Marbel. Je t'aime tant, mais si tu as besoin d'espace, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te rendre heureuse. Elle se pencha pour m'embrasser sur la joue, un geste si intime qu'il me trompa presque, mais je ne sentis qu'un goût amer de vengeance mêlé à son rouge à lèvres. Alors qu'elle sortait discrètement de chez nous cet après-midi-là, traînant une valise derrière elle, je fermai doucement la porte, veillant à ne pas laisser mon visage trahir l'ouragan intérieur. Quelques heures plus tard, j'appelai Amaniro. Mes mots déferlèrent comme un torrent. Elle s'en va. Elle demande la séparation. Mais j'ai des enregistrements, la preuve de ses mensonges, de ses complots. J'ai besoin de ton aide avant qu'elle ne déplace nos biens et ne me déchire. Suis-je calme et autoritaire? Prends rendez-vous demain matin. Apportez tout ce que vous avez. Sa voix était un rempart contre ma panique. À la fin de la journée, j'avais imprimé les transcriptions de l'AG, enregistré des enregistrements, rassemblé des copies de relevés bancaires et constitué un dossier contenant mes 8 années de mariage, des photos d'anniversaire, des livrets bancaires, des titres de propriété, le tout destiné à souligner la solidité de notre union et la cruauté de sa trahison. Ce soir-là, j'étais assis seul à la table à manger, la lumière du plafond projetant des angles aigus sur le contenu des dossiers. Amani m'avait conseillé de maintenir une vie normale, de continuer à payer les factures communes afin de préserver l'apparence d'harmonie conjugale le plus longtemps possible. Ne la laisse pas te voir te démener. Elle m'avait conseillé de retourner ses émotions contre toi au tribunal. J'ai donc placé un vase de roses fraîches au centre de la table, préparé du café pour son retour imaginaire et dressé 2 assiettes comme si j'attendais notre dîner habituel. Mes mains tremblaient légèrement en disposant les couverts. Mais le rituel me maintenait ancré. Je brûlais d'impatience du jour où j'appuierais sur lecture et exposerais la duplicité de Marbel devant un juge. Le sommeil est venu par à-coups. J'ai rêvé de la voix de Marbel. À travers des couloirs vides, des papiers s'envolaient des classeurs comme des aveux perdus. À l'aube, je me suis levé, vêtu d'une chemise impeccable et d'une cravate. Imani m'avait rappelé que l'apparence comptait et je me suis rendu à son bureau. Le hall de l'immeuble était élégant et impersonnel, contrastant fortement avec l'intimité qu'offrait autrefois ma maison. Mon assistante m'a conduit dans une salle de conférence vitrée où le visage de Marbel rayonnait sur la page de couverture du dossier, à côté de mon nom. J'ai fait glisser les preuves sur la table, sentant le poids de chaque enregistrement, chaque relevé bancaire, chaque photo. Amani scrutait chaque élément d'un œil méticuleux, l'expression indéchiffrable. Lorsqu'elle a finalement relevé les yeux, elle a simplement dit « c'est plus que suffisant ». Ces mots ont libéré quelque chose en moi, un soulagement prudent qui a dissipé ma peur profonde. Amani a exposé notre stratégie, déposé une injonction pour geler les comptes joints, demandé au tribunal l'admission des enregistrements comme preuve et se préparer à l'assaut probable de l'équipe juridique de Marbel. Il y aurait d'abord une audience temporaire, une occasion de faire pencher la balance. Avant le début du procès en divorce, Amani a décrit d'éventuelles contre-accusations, notamment pour détresse émotionnelle et atteinte à la vie privée, mais m'a assuré que les preuves audio et sa réputation de contre-interrogatoire impitoyable atténueraient ces attaques. Elle a également insisté sur la discrétion, l'interdiction des réseaux sociaux et des propos inconsidérés. Laissons les faits parler d'eux-mêmes. En rentrant chez moi, je suis passé devant le parc de notre quartier où j'avais emmené Marbel le printemps dernier pour faire ma demande en mariage sous les cerisiers en fleurs.
Ce souvenir était doux amer, un rappel de la rapidité avec laquelle l'amour peut se transformer en trahison. J'ai serré le dossier sur mes genoux, sentant les limites de ma détermination. Je ne laisserai pas son scénario dominer l'histoire ni me transformer en méchant. 8 années de loyauté et de partenariat exigeaient plus que des larmes et une valise. Elles exigeaient ma voix, mes preuves, mon combat acharné pour la justice. Lorsque j'ai franchi à nouveau le seuil de ma porte, j'ai senti la transformation s'accomplir. Du mari confiant qui ignorait les signes avant-coureurs, je suis devenu l'homme qui brandissait la vérité comme une épée. J'ai placé le dossier en haut. La table à manger où les roses se fanaient, leurs pétales éparpillés comme des promesses oubliées, et où j'exhalais. Demain, je lancerai la contre-attaque, et je n'aurai de cesse que le château de cartes de Marbel ne soit en ruine. Exactement 2 semaines après la séparation forcée de Marbel, je me suis retrouvé face à une enveloppe timbrée du tribunal du comté, mon nom imprimé sous le sien en lettres grasses. Mon pouce emballait tandis que je dépliais les pages à l'intérieur. Les papiers du divorce. Ces allégations se déversaient sur la feuille. Des allégations de contrôle financier, de violence verbale, de coercition, et même des menaces que je n'avais jamais proférées. Elle exigeait la moitié de notre maison, nos 2 voitures, la garde complète de notre animal de compagnie, et une ordonnance restrictive m'interdisant d'entrer dans notre maison commune. Pire encore, elle réclamait une pension alimentaire mensuelle que je n'aurais pas pu payer si j'avais gagné 2 fois mon salaire. Je me suis affalé sur le canapé en cuir, le poids de ces mensonges pesant sur ma poitrine. Le monde s'est effondré sous moi. Chaque accusation était pleine de malhonnêteté. Je n'avais jamais prononcé un mot dur à portée de voix d'amis ou de voisins. Je n'avais jamais caché d'argent. Nos finances étaient un livre ouvert qu'elle et moi gérions ensemble. Et pourtant, il était là, un dossier de mensonges venimeux conçu pour me déchirer. Je fermais les yeux et l'imaginais récitant ce texte, s'entraînant à pleurer, répétant son texte. Elle jouait pour le juge, s'assurant que lorsque son avocat témoignerait, son récit aurait la gravité d'une preuve fabriquée. Je savais que je devais riposter vite et fermement avant que sa queue ne s'enracine dans un tribunal où la vérité pourrait être éclipsée par la performance. J'appelai le bureau d'Imani et lui laissai un message. Nous avons été servis. Elle est en train de brûler. Rendez-vous aujourd'hui. En moins d'1 heure, j'étais à l'autre bout de la ville, dans son élégant bureau du centre-ville. Le cœur battant encore la chamade lorsque je déposai les papiers du divorce sur son bureau. Elle parcourut les pages, le front troublé, les lèvres s'incurvant en un sourire subtil et confiant. Terre brûlée, murmura-t-elle. Heureusement qu'on a l'extincteur. Je scrutai son visage à la recherche d'une hésitation, mais je n'en vis aucune. Son calme contrastait fortement avec la tempête qui m'envahissait, et je sentis une lueur d'espoir. Imani me présenta les étapes à suivre. Premièrement, déposer une requête d'urgence pour geler les comptes joints et empêcher les transferts d'actifs. Deuxièmement, soumettre une demande de divulgation financière complète à Marbel, l'obligeant à documenter chaque compte et transaction cachée. Troisièmement, se préparer à demander des sanctions contre son conseil pour avoir déposé des plaintes frivoles. Si nous pouvions prouver que les allégations étaient sciemment fausses, nous pourrions non seulement rejeter sa requête, mais aussi récupérer les honoraires d'avocat. Chaque directive me semblait une bouée de sauvetage lancée dans mon monde en perdition. J'ai dégluti avec difficulté. Et les enregistrements ? Ai-je demandé. Ses yeux brillaient. Ces enregistrements sont notre atout. Nous demanderons l'autorisation de les présenter à l'audience préliminaire. Une fois que le juge aura entendu ces complots, toute son affaire s'effondrera. Armé du plan d'Amani, je suis rentré chez moi et je me suis lancé dans l'action. J'ai envoyé un courriel à mon directeur de banque pour demander le blocage immédiat de tous mes comptes. J'ai contacté le syndic de notre prêt hypothécaire, lui demandant d'empêcher toute vente ou tout refinancement sans mon consentement explicite. J'ai rassemblé toutes les preuves en ma possession. Des relevés bancaires soulignant des virements suspects, des reçus d'hôtel correspondant à ces voyages, mes propres entrées d'agenda indiquant ma présence à des centaines de kilomètres. J'ai vérifié 2 fois les fichiers de l'application d'enregistrement, m'assurant d'avoir des sauvegardes sur des disques cryptés. Mon appartement ressemblait à un centre de commandement, des papiers jonchaient mon bureau, des feuilles de calcul illuminaient l'écran de mon ordinateur portable. L'adrénaline qui avait autrefois alimenté mon travail de consultant informatique alimentait désormais mon combat pour la justice. Dans les jours précédant l'audience, le doute me rongeait encore. Et si le juge rejetait les enregistrements pour falsification ? Et si la performance larmoyante de Marbel éclipsait la froide clarté de l'enregistrement ?
Je me suis retrouvé allongé la nuit, les yeux rivés au plafond, à répéter mes réponses à d'éventuelles objections. Je me suis entraîné à voix basse. Cet enregistrement avait été réalisé conformément aux normes légales. C'est la preuve de son intention, de son objection, de sa pertinence. Le mantra résonnait dans l'obscurité, un bouclier contre ma peur persistante. Chaque exercice renforçait ma détermination, transformant la panique en détermination. Le matin de l'audience préliminaire, l'aube était fraîche et vive. J'ai enfilé mon costume bleu marine, le tapin des manies, une discrète balance de la justice en argent, attachée à mon col. Dans le rétroviseur de ma voiture, j'ai croisé mon propre regard, hanté mais déterminé. Je me suis garé sur le parking du palais de justice, la façade de granit du bâtiment se dressant comme sculptée dans les idéaux mêmes du droit. À l'intérieur, les couloirs grouillaient. D'avocats et de plaideurs, chacun avec sa propre histoire, certains en quête de vérité, d'autres la cachant. Je serrais le dossier de preuve contre ma poitrine, retenant mon souffle. Dans la salle d'audience, Marbelle était assise juste en face de moi, les épaules carrées et l'air calme. Trevor Sinclair, son avocat et futur mari, était perché à côté d'elle, feuilletant des documents avec un air de supériorité suffisante. J'ai ressenti un frisson en croisant son regard, un défi silencieux. J'ai suivi Amani, me concentrant sur l'avant, devant le juge Reyes, une figure imposante dont le regard exprimait à la fois compassion et discernement. L'avocat de Marbelle a commencé, développant le récit inventé, le mari oppressif, l'épouse craintive, l'appel désespéré à la protection. Le juge écoutait attentivement, hochant la tête par intervalles, comme s'il absorbait chaque mot. Je sentis ma gorge se serrer, mais je maintins ma posture. Puis Amani s'est levé. Sa voix était calme, maîtrisée, articulée, une lame de précision. Votre honneur, commença-t-elle, nous avons proposé l'admission de ces enregistrements audio comme preuve de l'intention du plaignant de frauder et de falsifier les accusations contre mon client. Trevor a bondi, objection, pertinence, oui-dire. Violation de la vie privée. L'écho de son objection a rebondi sur les murs lambrissés. La salle d'audience s'est figée. La juge a levé la main, le regard perçant. Terminé, a-t-elle déclaré. Une inspiration collective a parcouru la salle. J'ai dégluti difficilement, le cœur battant la chamade. Imani a appuyé sur la touche lecture de sa tablette. Dans le silence tendu, la voix de Marbelle a surgi. On dira qu'il est autoritaire, imprévisible. Quand on aura fini, il vivra dans une boîte à chaussures. Trevor a serré les mâchoires. Marbelle a blêmi. Chaque phrase accablante résonnait. Le jury de spectateurs se penchait en avant comme attiré dans un confessionnal. Lorsque les derniers mots se sont estompés, j'ai senti la salle expirer. La juge a porté son attention sur Marbelle, dont les yeux brillaient, non pas de larmes d'entraînement, mais d'une peur sincère. À cet instant, j'ai senti la balance de la justice pencher irrévocablement. J'ai expiré, submergé par le soulagement. La décision du juge est tombée rapidement. L'injonction temporaire a été refusée. Les comptes joints sont restés protégés, et Marbelle a été réprimandé pour avoir présenté des allégations sciemment fausses. Trevor s'est affalé sur son siège, le vernis de confiance s'est évanoui. En quittant la salle d'audience, Amani m'a tapoté l'épaule. Le feu est éteint, a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête, soulagé pour la première fois depuis des semaines. Ce soir-là, je suis rentré chez nous, ces mêmes pièces qui avaient autrefois ressemblé à une cage dorée, devenues un sanctuaire reconquis. J'ai brûlé les papiers du divorce dans la cheminée, regardant les flammes lécher ces mensonges. Les braises crépitantes murmuraient le renouveau de la justice rendue. J'ai laissé les cendres refroidir et les ai dispersées dans le jardin au clair de lune. Dans ce moment de silence, j'ai réalisé que j'avais non seulement préservé mes biens, mais aussi retrouvé ma dignité. Les signaux d'alarme que j'avais ignorés m'avaient conduite jusqu'ici, mais j'avais appuyé sur lecture et j'en étais sortie victorieuse. Le matin de l'audience arriva sous un ciel si lourd d'humidité qu'on aurait dit que l'air allait se briser, et je me suis retrouvé à conduire vers le palais de justice avec une tension dans les épaules qui allait s'apaiser. Amani était assise à côté de moi, droite et résolue, la voix basse, tandis qu'elle réexaminait une dernière fois notre stratégie. J'agrippais le volant, les jointures blanchissant tandis que les rues familières défilaient floues, chaque feu rouge et chaque passant me rappelant la vie que je risquais de perdre si je ne réussissais pas aujourd'hui. En arrivant au parking du tribunal, j'attendis un instant, inspirant profondément, sentant le léger parfum de la pluie dans le vent.
Je serrai le dossier de preuves posé sur le siège passager, les enregistrements, les transcriptions, les états financiers, ma bouée de sauvetage dans la tempête qui approchait. Je tournai la clé de contact et expirai, me préparant à affronter la femme en qui jadis une confiance absolue. Dès que je pénétrai dans le hall du tribunal, le bruit de mes pas résonna sur le sol de marbre et les plafonds voûtés. Un lent battement de tambour marquait mon approche du destin. Costume et cravate me frôlaient. Hommes et femmes échangeaient des hochements de tête en signe de courtoisie professionnelle. Ignorant le drame qui allait se jouer entre ces murs, Imani m'a emboîté le pas, envoyant déjà un message au greffier pour confirmer notre salle d'audience. Chaque sonnerie d'ascenseur résonnait comme une alarme, nous propulsant vers la salle d'audience du 2e étage. Lorsque les portes se sont ouvertes, nous avons débouché sur un couloir bordé de portraits de juges solennels et de plaques imposantes, une lignée d'autorité juridique qui m'intimidait et m'inspirait à la fois. Au bout du couloir, les portes de la salle d'audience étaient ouvertes, révélant du bois poli, des rangées de bancs en forme de bancs d'église et le banc surélevé où le juge Reyes présiderait. Je me suis arrêté sur le seuil, lissant le devant de ma veste de costume et ajustant ma cravate, d'un bleu marine profond qui, selon Amani, exprimait une confiance sereine. Je jetai un coup d'œil à mon reflet et à la vitre de la porte, et vis un homme aussi nerveux que le tremblement de mes doigts le suggérait. Pourtant, derrière ses yeux inquiets brûlait une détermination farouche. Je redressai les épaules et franchis le seuil, mes chaussures claquant sur le parquet et rythmant ma démarche. Amani suivit, déposant le dossier de documents sur la table de la défense avant de me guider vers le siège juste derrière. Je m'assis et rangeai soigneusement mes documents. Note, pièce à conviction, une petite bouteille d'eau. J'essuyai une goutte de sueur sur ma tempe, me rappelant qu'une hésitation pouvait être fatale. De l'autre côté de l'allée, je vis Mirabelle assise avec Trevor Sinclair. Elle portait un tailleur crème qui mettait en valeur son teint, ses cheveux retombant en ondulations parfaites sur ses épaules. Même dans cet environnement austère, elle était radieuse, preuve de sa capacité à capter l'attention et la sympathie. Ses yeux, subtilement maquillés, brillaient de ce qui semblait être des larmes soigneusement retenues. Trevor était assis à côté d'elle, son costume sombre impeccable, sa posture détendue, avec l'assurance d'un homme confiant dans sa victoire. Il adressa à Marbelle un sourire encourageant, le genre de sourire qui exprimait des secrets partagés et des ambitions mutuelles. Ma poitrine se serra en croisant leurs regards, le sien froid et réservé, le sien suffisant et assuré. Je me suis forcé à respirer, rappelant les conseils d'Amani de maintenir le contact visuel mais ne révèle aucune peur. J'ai regardé Marbelle pendant un instant avant de retourner mon objectif sur le banc du juge. Le balai fait entrer, ses chaussures polies annonçant le début des procédures, et la salle d'audience s'est installée dans un silence en attente. La juge Reyes est sortie de ses chambres, sortant sa robe avec une grâce délibérée, et a pris son siège, son regard balayant la pièce avant de se reposer sur les faits devant elle. Elle s'est présentée dans des tons mesurés, sa voix résonnant avec autorité et impartialité. Je me baissai la tête respectueusement, le cœur battant contre ma cage thoracique. Elle a appelé le cas et les deux côtés se levèrent. L'avocat de Marbelle, une femme fortement habillée avec un air d'empathie théâtrale, a livré une ouverture de ture. Votre honneur, le demandeur cherche une protection contre un modèle de violence émotionnelle et financière perpétré par le défendeur. Les mots glissaient sur le sol poli, une tapisserie de mensonges tissant le Marbelle narratif destiné à peindre. Trevor était immobile, son expression illisible. Quand c'était notre tour, Amani s'est levée avec la même confiance calme que j'avais grandi. Elle s'adressa directement au juge, sa voix stable alors qu'elle décrivait notre position. Que les affirmations du demandeur ont été fondées sur la tromperie, que des enregistrements audio existaient pour contester leur véracité et que le défendeur était prêt à présenter des preuves incontestables du programme conçu contre lui. Son ton était ferme, respectueux, mais inflexible, une approche qui a attiré l'attention du juge et sape subtilement la performance théâtrale du demandeur. J'ai regardé l'expression de Marbelle scintiller entre l'agacement et la panique tandis qu'Amani parlait de preuves de complot et de parjure orchestrées. J'ai ressenti une vague de justification, sachant que la marée tournait en notre faveur. Après avoir ouvert des déclarations, il y a eu une brève récréation avant les premiers témoins. Amani se pencha vers moi et chuchota, « Restez composé. C'est notre moment pour remodeler le récit. » J'ai hoché la tête, le dossier de preuves se sentant lourd de promesses sur mes genoux. Le BEF a ordonné aux témoins d'attendre, et je me suis permis d'un coup d'œil rapide sur Marbelle. Pour une fois, elle semblait incertaine. Ses lèvres se pressaient ensemble, ses yeux se dirigeant vers Trevor pour rassurer qui ne venait plus. Alors que nous rassemblions nos esprits,
j'ai réalisé que la femme qui avait commandé chaque pièce avec son charme avait maintenant du mal à maintenir sa façade. La réalisation a apporté une vague d'espoir qui a devancé ma peur restante. Lorsque le greffier a appelé le premier témoin ou le conseiller financier, Amani s'est opposé à toute divulgation des détails du compte privé sans pertinence claire. Le juge a rejeté l'objection, mais sa décision a été tempérée par un rappel que la pertinence était primordiale. Amani a accepté la décision avec un signe de tête courtois, me signalant que chaque détail importait. Comme le conseiller l'a témoigné, les transcriptions et les graphiques de nos propres dossiers ont commencé à apparaître à l'écran derrière lui, cartographiant le flux de fonds qui contrastait fortement avec la version des événements du demandeur. Chaque graphique, chaque annotation ressemblait à une petite victoire, une dans l'armure du témoignage de Marbel. Au fur et à mesure que la procédure se poursuivait, je me suis assis droit sur mon siège, mon cœur est toujours en train de battre, mais mon esprit est clair. Je me suis rappelé que c'était pourquoi j'avais combattu si fort pour recueillir les preuves et demander l'aide d'Amani afin que la vérité puisse émerger sans entrave par la performance ou la tromperie. Lorsque la première cloche a sonné, signalant la fin de la session du matin, je me suis tenu aux côtés d'Amani, sentant le soulagement rigide du progrès. Marbel et Trevor ont échangé un coup d'œil tendu alors qu'ils rassemblaient leurs matériaux, leur confiance antérieure remplacée par une préoccupation prudente. Alors que nous étions sortis de la salle d'audience, Amani me tapota l'épaule et chuchota, « Tu as bien fait. » Je me suis permis un léger sourire, le poids dans ma poitrine soulevant. L'entrée de la salle d'audience m'avait testé, mais j'avais conclu mes propres conditions, et je continuerai à me battre jusqu'à ce que la justice soit rendue. Lorsque je suis entré dans la salle d'audience ce matin-là, l'air était épais d'anticipation, comme si chaque personne présentait depuis les enjeux élevés de cette bataille. Mes paumes étaient lisses à l'intérieur de mes gants alors que je saisissais le dossier des preuves, mais ma mâchoire était réglée. En face de moi était assis Mirabel dans son costume de crème, le courant de confiance que j'avais admiré une fois, remplacé par une résolution d'acier. Trevor Sinclair, son avocat et son nouveau mari, se prélassaient à côté d'elle avec un demi-sourire autosatisfait, comme s'il avait déjà épinglé le verdict. La juge Reyes a présidé de son banc avec une autorité sereine, son regard balayant la pièce jusqu'à ce qu'il s'installe sur la table du demandeur. Marbel prit une profonde inspiration, son menton se leva alors qu'elle se préparait à offrir une performance qui aurait pu remporter un Oscar. Si seulement la réalité pouvait être manipulée aussi sournoise que ses mensonges. Elle se leva d'abord, allant de l'avant avec la grâce d'une actrice pratiquée. « Votre honneur, commença-t-elle, la voix tremblant sur cul, je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que femme qui a enduré des années de manipulation et de contrôle aux mains de mon mari. » Ses yeux scintillaient, et j'ai ressenti un pincement de malaise dans ma poitrine jusqu'à ce que je me souvienne des enregistrements de son complot, des larmes répétées et des ecchymoses infligées stratégiquement qu'elle avait décrites avec une joie froide. Je me suis rappelé que chaque mot qu'elle prononçait avait été méticuleusement scénarisé bien avant ce moment. Elle a parlé du contrôle financier, de la façon dont j'ai limité l'accès pour rejoindre les comptes, comment je planais chaque fois qu'elle essayait de faire le plus petit achat. Elle a affirmé que je lui criais dessus, je l'avais isolée d'amis, déchiré son téléphone de sa main lors d'épisodes en colère. Alors qu'elle récitait ses accusations, la galerie murmurait en sympathie, comme si son récit soigneusement conçu était devenu la vérité simplement par la force de sa performance. J'ai avalé fort, forçant mon cœur de course à se calmer. Ensuite, c'était au tour de Trevor de briller. Il se leva avec des gravitas théâtrales, son costume sur mesure croustillant et sa manière mesurait l'autorité. « Votre honneur, a-t-il dit, résidant par voie, les preuves. » Présenté par le demandeur brosse un portrait déchirant des abus. Nous avons fourni des déclarations bancaires montrant des transferts suspects, des rapports médicaux alléguant des dommages physiques et des déclarations de témoins atteignant le comportement volatile du défendeur. Il a présenté des piles de documents, des photographies d'ecchymoses, des factures datées de cliniques médicales, des journaux de médias sociaux qu'il a affirmé à démontrer des menaces en ligne que j'avais censé être faites. Le juge se pencha en avant, absorbant chaque détail avec une préoccupation apparente. J'ai senti mon estomac se tordre alors que Trevor cliquait sur un PowerPoint. Chaque diapositive renforçant le récit tragique de Marbel. La pièce semblait s'incliner, la réalité se déformant autour de ses mensonges. Mais alors que je regardais le cas de l'accusation se dérouler, je me suis rappelé la fondation qui s'était effondrée sous ces accusations. Chaque document que Trevor a conçu avait été planté par Marbel et Trevor les conspirateurs, faisant partie d'un plan élaboré que j'avais découvert. Ces factures médicales ont été achetées sous de faux noms. Les ecchymoses ont été infligées avec un fer à friser, pas par mes mains. Et les déclarations des témoins,
des amis que je n'avais pas vus depuis des mois, avaient été entraînés sur des dîners coûteux pour corroborer son histoire. Chaque élément de preuve falsifié existait pour me coincer, pour transformer la vérité en fiction. Bien que le sympathique déhochement de tête du juge ait secoué ma confiance, je me suis concentré sur la preuve dure en attente dans mon dossier, prêt à démanteler chaque mensonge un par un. Après la récréation, c'était notre tour. Imani a augmenté avec une autorité composée et s'est approché du banc. Votre honneur, nous nous opposons respectivement aux preuves du demandeur pour des motifs de fabrication, de parjure et de non-pertinence. Elle a commencé, son ton inébranlable. Trevor se reversa sur ses pieds, mais le juge l'a coupé avec une main levée. Procédez, a-t-elle demandé, et Imani a présenté notre requête en excluant les fausses preuves. Ensuite, avec un calme, elle a déclaré, en outre, nous demandons d'introduire des enregistrements audio qui révèlent le défendeur du défendeur du défendeur. Le juge de Trevor a déclenché la voix, le piège a obtenu la fermeture autour de eux. Lorsque le juge a déclenché Trevor, ce qu'il a obtenu par le piège autour de lui. He felt a surge of triumph. Very well, she said. Les tuer sur 10 évidence. Amani tabe her table and pressed play. Marbell's voice crackled through the courtroom speaker. Will make Jared look like a monster. On s'est painted as the abusé, the divorce and assets source. It might tie with the curling iron. No one will know. Another clip. Transfer the money today. Et won't notice until it's gone. Every line was un coup contre le récit que Trevor avait travaillé pour construire. Incrédulité. Marbell était assise surgelée, son mascara soigneusement appliqué comme des larmes, cette fois authentique, a rempli ses yeux. Trevor jeta un coup d'œil à sa bouche, puis coulait dans sa chaise. Alors que les enregistrements audio jouaient, j'ai senti une vague de justification me laisser sur moi. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai respiré librement. Ce n'est plus lié par son script trompeur, j'ai regardé sa maison de cartes s'effondrer en temps réel. L'expression de la galerie est passée de pitié au choc. Certains spectateurs échangeant des commentaires murmurent sur le parjure et la faute légale. Le juge Reyes se pencha en avant, son regard stable et perçant. Madame Locke, elle s'est adressée à Marbell. Souhaitez-vous expliquer ces enregistrements? Marbell ouvrit la bouche, mais aucun mot n'est venu. La voix du juge s'est durcie. Vous pouvez démissionner. Dans ce silence chargé, j'ai senti la présence de Trevor à côté de moi, leur co-conspirateur réduit à un spectateur vaincu. Alors que nous rassemblions nos effets personnels, j'ai attrapé le dernier avertissement du juge à Marbell. Vos allégations sont licenciées et vous répondrez pour le parjure que vous vous êtes engagé. Dans les couloirs à l'extérieur de la salle d'audience, les chuchotements nous ont suivis comme un sillage de tempête. Amani se serra le bras et murmura, bien joué. Sa fierté correspond à mon propre soulagement. J'ai hoché la tête, incapable de parler de la ruée de l'émotion, du soulagement, de la justification, du chagrin pour le mariage que j'avais chéri. Plus tard, à l'extérieur dans la chaude lumière de l'après-midi, j'ai réalisé la gravité de ce qui s'était passé. J'étais entré dans cette salle d'audience marquée en tant que monstre, armé uniquement de prudence et d'une application sur le téléphone de Marbell. Maintenant, je suis sorti effacé de toutes les fausses accusations, mon nom a restauré, mes actifs conservés. Mais le coût avait été élevé. La trahison de la femme que j'avais aimée, la destruction d'un rêve que j'avais nourri depuis des années. Mon monde avait été déchiré, et bien que la justice ait prévalu, le silence qui a suivi était creux. Marbell et Trevor se précipitèrent, leur tête s'inclinait, me laissant seul avec l'écho des juges apparaître et la certitude tranquille que parfois les plus grandes victoires exigent le sacrifice les plus élevés. Quand Amani s'est levé et a annoncé notre intention de présenter les enregistrements vocaux, un silence s'est installé au-dessus de la salle d'audience comme un souffle. Le juge Reyes l'a considéré avec un vif intérêt, et j'ai attiré les yeux de Marbell en train de scintiller vers Trevor Sinclair, dont la confiance suffisante s'était évaporée dans une mince panique. Je me suis assis de manière rigide à mon siège comme Amani a expliqué, « Votre honneur, ces enregistrements capturent les propres admissions du demandeur de complot en vue de frauder, se partent et manipuler le processus judiciaire. Nous pensons qu'ils sont essentiels pour remettre en question la crédibilité de ces affirmations. » Trevor est devenu debout, criant « Objection, pertinence et oui-dire. » Mais le juge l'a coupé avec une main mesurée. « Présentez, a-t-elle déclaré, et la poule a expiré en ma faveur. » La voix de Marbell a rempli la pièce de clarté. Indemnisé et réel pour la première fois.
Oreille. J'ai regardé, le cœur battant, les preuves que j'avais rassemblées tranquillement brisaient le récit qu'elle avait si méticuleusement construit. Le juge s'est penché en avant, son expression illisible et a demandé à Marbel, « Madame Locache, comment expliquez-vous ces enregistrements ?» Aucune réponse n'est venue, seulement le silence suffisamment lourd pour remplir toute la salle d'audience. Le Bao a déplacé son poids. Les spectateurs ont échangé des looks perplexes et Trevor a couru une main dans ses cheveux en incrédulité frustrée. À sa propre voix, j'ai fermé les yeux pour un rythme cardiaque, la douceur de la justice est devenue la finalité. Font comme si le poids de la salle d'audience lui-même reposait sur elle. Siège. Trevor a rassemblé les morceaux râpés de leur étui avec des mains serrées, et j'ai ressenti un froid alors que je réalisais toute l'étendue de leur chute. Sa licence de droit serait probablement suspendue et elle risquait de parjure. Alors que la session ajournait, je me levai avec un sang-froid, étendant ma main à Amani dans un geste silencieux de gratitude. Nous sommes sortis de la salle d'audience côte à côte, nous avons jugé les yeux sur nous, mais nous ne respectons plus que le respect. Dans le couloir, des journalistes et des curieux spectateurs se sont encombrés près de l'entrée, chuchotant à propos de la tournure dramatique des événements. Imani m'a guidé devant eux avec une main ferme sur le dos, me dirigeant vers l'ascenseur. Les portes ont fermé et j'ai laissé échapper une respiration que je n'avais pas réalisé que je tenais. La victoire qui avait été impossible il y a seulement quelques heures était maintenant la nôtre. Et pourtant, le triomphe a été teinté de pertes. J'avais conservé ma maison, mes actifs et ma réputation, mais au prix d'un mariage qui avait tout signifié pour moi. Plus tard, dans le calme de mon étude, j'ai rejoué les enregistrements une fois de plus, pas sans doute, mais pour intérioriser l'ampleur de ce que j'avais découvert. La voix de Marbel, donc une fois familier, ressemblait maintenant à celle d'un étranger tracé ma ruine. J'ai laissé l'audio dériver dans la pièce alors que je m'asseyais à mon bureau, des empreintes digitales sur le bois où j'avais posé mes mains en suspense. Lorsque la lecture finale s'est terminée, j'ai atteint l'avant et monté le haut-parleur, ne laissant que le bourdonnement doux du ventilateur de l'ordinateur. J'ai regardé l'écran vide et j'ai réalisé que même si j'avais gagné la guerre légale, le champ de bataille émotionnel prendrait beaucoup plus de temps à récupérer. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil passait à travers les rideaux, je me promenais dans ma place dans ma maison restaurée. Chaque meuble, chaque photographie de jours plus heureux, se sentait infusée d'un nouveau sens. Le canapé où Marbel et moi avions ri un jour de café du dimanche matin était maintenant un monument à la vérité pour laquelle je me suis battu. Le bureau où j'avais passé des heures à analyser le code était la même surface sur laquelle j'avais présenté des preuves qui m'ont sauvé la vie. Je me faisais une pause avant le portrait de mariage suspendu au-dessus du manteau, brossant un doigt sur le visage souriant de Marbel. J'ai fermé les yeux et chuchoté, « Merci ». Pas à elle, mais à l'instinct que j'avais presque silencieux, au courage que j'avais convoqué lorsque la trahison a menacé mon existence même. Dans les jours qui ont suivi, je suis retourné au travail, plongeant dans les configurations réseau et les optimisations des serveurs avec une concentration renouvelée. Des collègues ont remarqué une force silencieuse dans mon comportement et ma résilience tacite forgée dans les incendies de la tromperie. J'ai refusé les invitations aux entretiens, préférant reconstruire ma vie loin de l'éblouissement de l'attention du public. J'ai installé de nouveaux protocoles de sécurité à la maison, non pas par paranoïa, mais en témoignage des leçons que j'avais apprises, que la vigilance et la préparation pouvaient faire la différence entre la ruine et la rédemption. Un soir, je me suis assis sur la terrasse arrière, la nuit fraîche et parfumée avec du jasmin. J'ai siroté un verre de vin et j'ai laissé les étoiles au-dessus. J'ai pensé à Marbel, partout où elle commençait probablement une nouvelle, dépouillée de ses poursuites et de sa réputation. J'ai pensé à Trevor, jeté et disgracé, et j'ai pensé à moi-même, un homme qui avait pressé le jeu et a refusé d'être réduit au silence. La maison était paisible, la seule sonne le bourdonnement lointain d'une voiture tardive et le bruissement des feuilles. Dans cette immobilité, j'ai réalisé que la plus grande vérité que j'avais découverte n'était pas dans les enregistrements, mais en moi-même, que même dans la trahison la plus sombre, l'intégrité pouvait être une balise, et que la vérité en train de dire, aussi douloureuse, était le seul chemin vers la liberté. Je posa mon verre, laissant la dernière goutte de vin s'attarder sur ma langue et chuchoter dans la nuit. J'ai écouté, et dans cet acte d'écoute, j'avais trouvé mon salut. Le départ de Trevor Sinclair a été aussi soudain que dramatique. J'ai regardé depuis mon siège à la table de la défense alors qu'il se tenait, sa mâchoire se serra et son sang-froid fumé habituel disparut. Il se pencha près de Marbel et chuchota quelque chose que je ne pouvais pas distinguer, mais la coupe boutique dans ses épaules m'a dit que ces mots n'étaient pas réconfortants. Avant que quiconque ne puisse réagir,
il a balayé sa mallette du sol, passa devant elle et marcha vers la porte de la salle d'audience sans un coup d'œil arrière. Le clic doux de scie en cuir sur poli résonnait dans le silence stupéfait qu'il avait laissé derrière lui. J'ai senti mon cœur marteler dans ma poitrine alors que tout le monde, le demandeur, la défense, même la galerie, s'efforçait de comprendre la tournure soudaine des événements qui se déroulent devant eux. Mirabel était assise surgelée, les yeux écarquillés d'incrédulité et de honte. Imani a attrapé mon regard et a fait un léger signe de tête comme si elle avait également reconnu la signification du retrait de Trevor. Le juge se pencha en avant, son expression un mélange de surprise et mesurait la curiosité. Conseil, appelait-elle. Voulez-vous expliquer la sortie abrupte de Monsieur Sinclair? Marabel avala fort, sa voix à peine audible alors qu'elle balbutia. Je ne me représente plus. Les yeux du juge se plissèrent. Très bien, dit-elle, son ton croustillant. Nous procéderons sans lui. Le gavel a tapé une fois pour ordonner, et la salle d'audience bourdonnait d'énergie mal à l'aise, comme si les murs eux-mêmes étaient chuchotants à propos de l'effondrement d'une stratégie bien orchestrée. J'ai ressenti une ruée de justification qui traverse moi. Trevor avait été la bouée de sauvetage légale de Marabel, son arme contre moi, et en un seul instant, il l'avait abandonnée. Sa sortie a révélé la fragilité de son cas plus vivement que toute preuve que je pouvais présenter. Je coule profondément dans mon siège, cherchant du sang-froid, tandis qu'Imani se leva pour s'adresser à la cour. Votre honneur, elle a commencé. Le demandeur procède maintenant à la prose sans conseil. Nous demandons une brève récréation pour s'adapter à cette nouvelle circonstance. Le juge hocha la tête, tapant à nouveau le gavel. Réfacture de 5 minutes, a-t-elle annoncé, et la pièce s'est vidée dans les couloirs dans une rafale de chuchotements et de marches. Pressé. Dans le couloir, le bourdonnement de la conversation était électrique. Amani et moi nous tenons près de la porte de la salle d'audience alors que les avocats et les spectateurs passaient, jetant des regards de curiosité incrédule à notre façon. L'un des anciens partisans de Marabel, une femme qui s'était tranquillement assise dans la galerie, hochant la tête à chaque accusation en larmes, une pause et secoua tête. Je ne peux pas croire qu'il l'a laissée comme ça, elle murmura-t-elle à son compagnon. Le compagnon haussa les épaules. Quelque chose a dû être très mal. J'ai ressenti une mesure de pitié pour Marabel, mais il était tempéré par le soulagement que ces tromperies ne trouveraient plus d'abri dans la maîtrise juridique de Trevor. Lorsque nous sommes retournés dans la salle d'audience, Marabel a fait face au banc seul. Sa posture était plus petite maintenant, les épaules s'effondraient, le menton s'inclina. Le juge a ajusté ses papiers et a demandé, « Madame Bloch. Allez-vous continuer à vous représenter? Ou souhaitez-vous demander un nouvel avocat ?» La voix de Marabel a craqué en répondant. « Je vais continuer. » A marqué son témoignage antérieur. Alors que je la regardais lutter pour articuler son cas, j'ai réalisé que le départ de Trevor signalait plus que la perte de représentation légale, c'était le démêlage du récit qu'elle avait conçu si méticuleusement. À ce moment-là, j'ai ressenti tout le poids de notre épreuve. La peur, le doute, la tension implacable qui avait ombragé chaque moment d'éveil. La maison des cartes de Marabel avait été frappée à son clé de voûte, et la structure a chuté vers l'intérieur. J'exhalais lentement, sentant les premières vrilles de la liberté envelopper ma poitrine. Le combat n'était pas terminé, mais l'avantage s'était fermement balancé dans ma direction. Et alors que je m'asseyais dans cette salle d'audience, j'ai compris que parfois les victoires les plus décisives ne proviennent pas d'une force écrasante, mais de la retraite inattendue de votre plus grand adversaire. La décision du juge est arrivée avec une finalité lourde qui résonnait dans la salle d'audience comme les notes de clôture d'un recuchum. Alors que son marteau tombait, le son se redressa contre le bois poli dans ma poitrine, annonçant l'effondrement de chaque fausse accusation que Marabel m'avait lancée. Toutes les allégations ont été rejetées. Pas une seule affirmation de violence émotionnelle ou d'irrégularité financière n'a pas été exercée sous le contrôle des preuves. À ce moment-là, j'ai senti la tension qui s'était enroulée dans mes épaules pendant des semaines se détendre comme si j'avais expiré un souffle que je ne savais pas que je tenais. La salle d'audience a changé, une expiration collective d'incrédulité et de soulagement tandis qu'Amani se permettait un rare sourire triomphant. J'ai regardé l'expression de Marabel pendant que le juge continuait, sa voix calme mais inflexible. Elle a été condamnée à payer mes frais juridiques intégralement et à faire face à une enquête sur un éventuel parjure et une faute légale. La stipulation était aussi écrasante que n'importe quel coup juridique, une reconnaissance que sa maison de cartes avait été construite sur des mensonges et de la tromperie. J'ai senti un mélange de justification et de chagrin me parcourir. Vindication pour la justice servie,
tristesse pour le mariage auquel je croyais autrefois. La femme avec laquelle je avais partagé ma vie avec Essaté a été stupéfaite dans l'allée, son sang-froid rayonnant se déshabillait si complètement qu'elle semblait un fantôme d'elle-même. Alors que la salle d'audience se vidait, des chuchotements nous ont suivis dans les couloirs. Murmures sur la décision sans précédent, sur l'audace de son programme, sur l'homme qui avait pressé le jeu et révélé un complot. Imani a tenu mon bras alors que nous passions devant les spectateurs et les collègues, me guidant vers la sortie avec fierté et compassion dans son regard. À l'extérieur, la lumière du soleil se sentait en quelque sorte plus chaude, comme si le monde lui-même reconnaissait la restauration de la vérité. Je me tenais un instant sur les marches du palais de justice, respirant l'air croustillant, absorbant la signification de tout ce qui s'était passé. Plus tard dans la soirée, je me suis assis à mon bureau à la maison, en examinant le dossier une dernière fois. Le dossier était plus léger sans le poids de faux témoignages et d'expositions fabriquées. J'ai trié les documents, les transcriptions, les ordonnances juridiques, la requête en enquête, et les ai placés soigneusement dans un classeur. Chaque article représentait une étape sur le chemin de la trahison à la résolution, un témoignage du pouvoir des preuves sur la tromperie. Je me suis arrêté sur une photo de Marbelle et moi le jour de notre mariage, son rire éclata au soleil. Je l'ai fixé face contre terre, reconnaissant que le chapitre de ma vie a été fermé. Quelques jours plus tard, Imani a appelé avec une mise à jour. La licence de bar de Trevor Sinclair avait été suspendue en attente d'enquête pour une pratique contraire à l'éthique. Il s'est avéré que son inconduite n'était pas un incident isolé. D'autres clients avaient apporté des plaintes similaires. J'ai écouté. Satisfaction se mêlait à la pitié. L'homme qui s'était éloigné de la salle d'audience confiant dans sa victoire faisait maintenant face à une ruine professionnelle. Pendant ce temps, le sort de Marbelle est resté inconnu de moi. Elle avait quitté la ville, qui allait emménager avec un cousin en Caroline du Nord. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Au lendemain, j'ai récupéré non seulement ma maison et mes voitures, mais ma dignité. J'ai rétabli les protocoles de sécurité sur mon téléphone et mon réseau, un rappel rituel que la vigilance était essentielle. J'ai repris le café du dimanche matin sur la terrasse arrière, le lever du soleil peignant le ciel dans des teintes d'espoir que je ne m'étais pas permis de ressentir pendant des mois. Le silence de ma maison restaurée n'était plus un écho creux de la peur, mais un sanctuaire d'une seule pièce dure. Je savais qu'il y aurait des cicatrices, des échos de trahison qui pourraient surfacer de façon inattendue. Pourtant, dans ces moments, j'ai fait confiance aux leçons que j'avais apprises, à écouter mon instinct, à recueillir des preuves avant d'accepter les apparences, pour appuyer sur le jeu sur la vérité. En fermant la porte d'entrée et en entrant dans le salon, je mettais une confiance tranquille que quoi que ce soit ensuite, je le rencontrais à la fois avec le courage et la clarté. Je ne partage pas cette histoire pour sympathie ou applaudissement. Je le partage parce que trop de gens, en particulier les hommes, entrent dans les salles d'audience armés uniquement de vérité et de bonne volonté, seulement pour regarder leur vie s'effondrer sous un barrage de mensonges. Si je n'avais pas écouté les panneaux d'avertissement, si je n'avais pas suivi les instincts grinçants qui m'ont dit que quelque chose était un miss, j'écrirais ceci à partir d'un endroit très différent. Faire confiance à mon instinct m'a conduit à installer cette application d'enregistreur, une décision née de désespoir et d'effroi. Mais c'est l'acte unique qui a sauvé ma maison, ma réputation et ma dignité. Chaque fois que je réduisais ces enregistrements, je me suis préparé pour la douleur d'entendre la femme que j'ai adorée comploter ma chute. C'était angoissant, comme regarder un accident de voiture au ralenti que vous savez que vous ne pouvez pas éviter. Mais chaque lecture douloureuse a volé ma détermination. Chaque plan chuchoté de tromperie m'a donné l'effet de levier dont j'avais besoin pour riposter. Et lorsque le juge a statué en ma faveur, ordonnant le rejet de chaque fausse réclamation, ce n'était pas seulement une victoire légale. C'était la preuve que la vérité, aussi laide, peut prévaloir contre la tromperie concertée. Au cours des semaines qui ont suivi l'audience finale, j'ai reconstruit ma vie sur un terrain plus ferme. J'ai rétabli les mesures de sécurité sur mes appareils, non pas parce que je me méfie de tout le monde, mais parce que j'ai appris que la vigilance est importante. J'ai reconnecté avec des amis que j'avais gardés à la longueur des bras par honte et à la peur, expliquant les bases de ce qui s'était passé et trouvant leur soutien plus sincère que je n'aurais pu l'imaginer. Je me suis lancé dans mon travail avec une orientation renouvelée, une refonte des architectures de réseau et un mentorat de consultant junior, trouvant un objectif dans la création plutôt que pour la défense. Pourtant, la leçon la plus importante que je prends de cette épreuve est simple. Écoutez. Si vous entendez des chuchotements, vous ne pouvez pas expliquer, si l'intimité se transforme en secret, si la personne la plus proche de vous commence à agir d'une manière qui ne s'additionne pas,
faites attention. Ne faites pas taire vos doutes au nom de la confiance. Documentez tout ce que vous pouvez. Demandez un avis professionnel. Et le moment venu, ne criez pas ou n'accusez pas, appuyez simplement sur play. Laissez les preuves parler pour vous. Je sais que la trahison laisse des cicatrices, et aller de l'avant n'efface pas le passé. Parfois, lorsqu'une porte claque ou que le téléphone sonne de façon inattendue, je ressens un scintillement de peur, un écho des semaines où je vivais dans la crainte. Mais je ressens aussi de la gratitude pour la clarté qui a émergé de l'obscurité. La vérité était douloureuse, mais c'était le seul chemin vers la liberté. Cela m'a permis de récupérer ma vie, mes actifs et mon respect de soi. Cela m'a transformé d'une victime passive en un homme qui a refusé d'être défini par les mensonges de quelqu'un d'autre. Si vous vous trouvez dans une situation où l'amour se tourne vers le complot et que le partenariat devient une performance, n'oubliez pas que vos instincts sont une boussole. Ils peuvent vous conduire sur des routes inconfortables, mais ils peuvent vous guider vers la vérité. Protégez-vous tranquillement, méthodiquement. Construisez votre étui sans basculer votre main. Et lorsque vous avez la preuve dont vous avez besoin, présentez-le de manière décisive. Dans le silence qui suit, la justice parlera plus fort que toute déchirure fabriquée. Cette histoire n'est pas une invitation à la vengeance. C'est un rappel de votre droit à l'autodéfense. Vous méritez de vivre sans crainte que le travail de votre vie puisse être volé par l'agenda caché de quelqu'un. Si quelque chose ne va pas, n'ignorez pas les signes avant-coureurs. Écoutez attentivement, rassemblez les preuves, et lorsque le moment est venu, appuyez sur play. Cela pourrait bien économiser tout ce que vous êtes cher.